Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Point Sécu. Aujourd'hui nous allons parler de Bitcoin. Donc Bitcoin, ça fait partie de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. On va voir du coup dans cet épisode qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie, qu'est-ce que ça veut dire, on va voir le principe, à quoi ça sert et surtout pourquoi est-ce qu'il est impossible de détenir un Bitcoin. Regarde ce que j'ai trouvé par terre, c'est pas ça un Bitcoin? Ok, bon, il va y avoir du taf. Allez, je prends le point, on se retrouve tout de suite après le générique. Avant de parler du Bitcoin, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie au final. Une crypto-monnaie est une monnaie électronique échangeable entre utilisateurs par un biais numérique et sécurisée par un chiffrement complexe basé sur de la cryptographie asymétrique. Attends, je l'ai pas fait là l'épisode sur le chiffrement asymétrique pour l'instant, donc bon, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que dans le chiffrement asymétrique, on va utiliser deux clés, une publique qui va servir à chiffrer et une privée qui va servir à déchiffrer. La première, elle va servir pour tout le monde, en fait, tout le monde va y avoir accès, c'est le cas public quoi. Et la deuxième, elle va servir seulement pour l'utilisateur qui a créé le couple de clés. C'est en très très gros, hein. C'est vraiment pour l'épisode de toute façon, mais retenez bien ça en tête. Du coup, mes PO là dans World of Warcraft, c'est ce que tu racontes là, c'est ça de la crypto-monnaie? Pas vraiment là, enfin, il y a vraiment pas de chiffrement qui va s'effectuer pendant les transferts d'argent. Et en plus, tu peux pas les transformer en monnaie fiduciaire classique. La monnaie fiduciaire comprend les pièces et les billets de banque qui se caractérisent par le fait que sa valeur est déterminée par la confiance que lui accordent ses utilisateurs, plutôt que par son coût de production. En gros, c'est pas échangeable contre des euros. Si tu vas sur internet, il y a plein de Chinois qui t'en vendent des PO. Enfin, c'est pas tellement légal ton truc, hein. En plus, tu peux difficilement faire l'inverse, gars. Bref, on distingue deux catégories de crypto-monnaies. Il y a déjà celles centralisées, qui sont émises et gérées par un organisme central, comme WebMoney par exemple. Et il y a celles décentralisées, qui sont gérées par l'ensemble des utilisateurs, et non par une entité centrale. Ça, c'est le cas du Bitcoin. Le Bitcoin a été créé en 2009, par un inventeur un peu particulier. Le protocole Bitcoin a été publié sur Internet par un certain Satoshi Nakamoto. Il s'agit en réalité d'un pseudonyme, et pour le moment, personne n'a encore réussi à déterminer de qui il s'agissait. Ni même si le pseudo est relié à une seule personne ou bien à un collectif. Satoshi Nakamoto étant l'inventeur du Bitcoin, on estime sa fortune à un peu plus d'1 million de cette monnaie. Donc pour info, en ce moment, le Bitcoin, ça tourne autour de 400 € l'unité. On va revenir plus tard sur comment la monnaie est créée, vous inquiétez pas. Le Bitcoin est une monnaie dont les transactions se font de pair à pair. La monnaie est gérée via un portefeuille électronique que l'on appelle le wallet et qui est stocké sur l'ordinateur de l'utilisateur. Un des concepts importants de Bitcoin est l'émission de la monnaie. À terme, il ne devrait exister que 21 millions de Bitcoin dans le monde. Ceci permet d'empêcher une éventuelle inflation puisqu'il ne sera pas possible de produire de nouveaux Bitcoins. La distribution de la monnaie se fait suivant une courbe logarithmique. Tous les 4 ans, le nombre de bitcoins distribués est divisé par 2. En juin 2021, 18 millions de bitcoins seront distribués sur les 21 au total. Attends une seconde Narvalo, c'est un bitcoin, ça vaut 400 €. Genre si je veux te refiler 10 balles, je fais comment là? Du coup je le casse en plein de petits bouts? C'est exactement ça en fait. On peut par exemple s'échanger des centièmes ou des millièmes de bitcoin. La plus petite unité s'appelle le Satoshi et équivaut à 10 puissance moins 8 bitcoin, soit 0,0000000001 bitcoin. Ouais, je compte sur les doigts. Ok, donc si je veux te rembourser le grec que tu m'as payé hier, ça fait, 400 divisé par 7, je retiens 4... 0,0175 bitcoin environ. Ouais, ok, on s'arrange plus tard, hein. C'est mieux. Pour résumer tout ce qu'on s'est dit là, le Bitcoin est une monnaie virtuelle gérée par des mécanismes de cryptographie et qui est décentralisée. Il n'y a donc pas d'entité centrale qui va émettre de monnaie, chacun peut s'ouvrir un compte en Bitcoin comme il a envie. Ok, mais ça sert à quoi là tes Bitcoins? Genre ça fait quoi en plus que ce que je peux pas faire maintenant? C'est une monnaie décentralisée qui permet de se passer des banques ou d'un gouvernement. Elle a fait un gros boom il y a quelques années quand il y a eu quelques problèmes avec les banques chypriotes. Mais c'est aussi très utilisé sur les marchés noirs pour acheter des produits illégaux par exemple. Donc je vous ferai un épisode vraiment spécial dédié aux usages qui sont faits par les cybercriminels et surtout de comment est-ce qu'on va protéger nos bitcoins. Ah ouais, des trucs illégaux.
Bah, du coup, comment tu fais là, les bitcoins? Parce que ça m'intéresse pas mal au final. J'y viens, il existe deux manières d'avoir des bitcoins. On va commencer par la plus facile, il suffit tout simplement d'en acheter. Attends, tu veux que j'achète de l'argent? Ça n'a pas de sens, frère. On va pas vraiment acheter, mais échanger si tu veux. Il existe sur internet ce qu'on appelle des plateformes d'échange de bitcoin. Comme MTGOX qui est mort maintenant, ou où on a Kraken ou Coinbase qui sont très utilisés. Les plateformes d'échange de Bitcoin sont des sites web qui se comportent comme des places de marché. Là-bas, il est possible d'acheter ou de vendre des bitcoins contre de la monnaie fiduciaire ou même d'autres monnaies virtuelles. Je crois que c'était une monnaie décentralisée, c'est pas du tout le cas en fait. Non, le bitcoin, ça reste une monnaie décentralisée. Si une plateforme d'échange ferme, il sera toujours possible de s'envoyer des bitcoins de pair à pair. Les plateformes d'échange, elles permettent simplement de mettre une masse importante de personnes en relation. Comme une vraie bourse au final. Ok, donc je vais sur un de tes sites là, et après je rentre ma carte, et je peux acheter des trucs. Ah mais ça sert pas à acheter de la drogue, en plus tu mets même pas ta carte sur le site. Pour lutter contre le blanchiment d'argent, la plupart des plateformes exigent au minimum une pièce d'identité, afin de pouvoir échanger sur le site. Une fois que c'est fait, vous pourrez faire un virement en euros, en bitcoin au site, et ainsi faire des transactions. Donc faut que je leur vire de l'argent directement au mec. Genre, c'est quoi tes bails pourris là? C'est un des reproches qu'on peut faire à Bitcoin, mais au final on est plutôt dépendant des plateformes d'échange, dès que l'on veut sortir du système. Les transactions en Bitcoin, elles peuvent très bien se faire en décentralisé. En revanche, si vous voulez les convertir en monnaie fiduciaire, vous devrez forcément passer par un tiers de confiance. La valeur d'un Bitcoin n'est calculée que par rapport à la valeur à laquelle les gens veulent bien les acheter ou les vendre. C'est à ce moment qu'interviennent les plateformes d'échange. En mettant en relation ces traders, elles permettent de définir la valeur d'un Bitcoin grâce aux valeurs des transactions. Il n'y a pas d'autre truc qui vous a fait tiquer? Vous envoyez vos euros sur le site pour échanger, donc certes, mais vous les récupérez comment vos Bitcoins? Sur un compte du site au final. Pour vraiment les récupérer, il va falloir que vous les envoyiez sur votre wallet personnelle. Dans le monde de Bitcoin, chaque compte est identifié par une adresse de taille fixe et commençant par un 1. À laquelle est associée une clé publique et une clé privée. Cette adresse est créée via un outil qu'on nomme le wallet et qui stockera ces informations. Ce wallet peut être soit géré par l'utilisateur et stocké en local, soit par un tiers en ligne qui s'occupera de sa gestion. Ça a pas l'air si mal les bitcoins en ligne, comme ça moi je risque pas de les perdre. Bon enfin, si le site ferme ou alors s'il se barre avec l'argent, tu peux te dire adieu à ton fric au final. C'est globalement ce qui s'est passé avec la plateforme MTGOX. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais il semblerait que suite à une attaque informatique, le site se soit retrouvé sans liquidité et a dû déposer le bilan. Il existe aussi une théorie qui est vachement intéressante sur cette affaire, je vous mets un lien là si vous voulez lire. Ouais, ça a l'air quand même bien relou ton histoire de site. C'est quoi les autres bails pour en avoir du coup? La deuxième méthode pour acquérir des bitcoins, c'est ce qu'on appelle le minage. J'ai pas de pioche sur moi là, mais on m'a toujours dit que j'étais un enfant spécial, du coup je suis encore mineur, ça marche? Bon enfin une chose est sûre, c'est que t'es vraiment un enfant spécial toi. Bon, chaque transaction effectuée en bitcoin est enregistrée sur ce qu'on appelle la blockchain. Je ferai un format court qui sera consacré à ce principe vraiment plus tard, sinon là on va vraiment prendre une plombe. Mais retenez juste que lorsque vous envoyez des bitcoins à quelqu'un, vous allez simplement inscrire cette transaction sur la blockchain. La blockchain est un format de données partagé par tous les utilisateurs de Bitcoin. Le mot chain vient du fait qu'elle est constituée de plusieurs blocs, liés entre eux et contenant les transactions passées. Elle forme ce que l'on appelle une chaîne de confiance, chaque bloc étant fortement lié au précédent. On ne peut pas inscrire des transactions comme on veut. Il faut vraiment que ça soit validé par la majorité des utilisateurs de Bitcoin. Une transaction contient comme élément important le nombre de Bitcoins échangés, d'où provient l'argent, à quelle personne cet argent est envoyé, et une preuve que c'est bien le détenteur de l'argent qui fait la transaction, via du chiffrement asymétrique et les deux clés liées au compte. Du coup, pour que cette transaction soit validée, il faut que la majorité des utilisateurs de Bitcoin vérifient que l'émetteur détienne bien cet argent et que c'est bien lui qui a effectué la transaction. Il faut pas check que la personne qui reçoit l'argent existe? Non, pas du tout, c'est tout le contraire, on se contrecarre en fait. Comme vous n'avez pas de superviseur central dans Bitcoin, vous ne pouvez pas vous enregistrer quelque part ou créer un compte. Vous allez juste annoncer que vous existez dès lors que vous êtes présent au sein d'une transaction. Ah ouais, mais du coup, tu peux passer tes bitcoins par la fenêtre si tu mets une mauvaise adresse. Ouais, c'est le concept. Et si je me trompe d'adresse?
bah t'es complètement niqué et tu pourras jamais revoir ton argent. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait des transactions en Bitcoin. Bon, ok, c'est pas gagné, tu m'as perdu là. C'est quand que je gagne du cash là du coup? Eh bien, vérifier une transaction, ça coûte du temps et des ressources machines. Comment est-ce qu'on va rémunérer les gens qui vérifient les transactions? On va juste leur donner des bitcoins. En plus de la vérification des transactions, il faut, pour vérifier un bloc, résoudre une opération mathématique complexe qui va me prendre beaucoup trop de temps à vous expliquer. L'opération mathématique existe de telle sorte qu'il faut environ 10 minutes pour qu'un des nœuds du réseau Bitcoin valide un bloc. Un nœud du réseau, c'est une machine qui va valider, ou alors on dit aussi miner, les blocs de transaction. Ça va être une machine d'un utilisateur lambda, comme une énorme ferme avec plein d'ordinateurs mis bout à bout, dans le but de miner ces blocs en continu. Ah ouais, mais je peux gagner de l'argent juste en utilisant mon PC. Je vais être riche de ouf. Alors au début, en 2010, ouais, c'était peut-être possible. Le réseau était vachement plus petit et donc l'opération mathématique à résoudre était vraiment plutôt simple. Maintenant, en fait, c'est mort. Il y a tellement de personnes qui minent en même temps que c'est vraiment plus rentable pour un particulier de le faire. Ah fuck. Bon, tu devais pas aussi nous dire pourquoi c'était impossible de détenir un bitcoin? Je vais y venir. Vous vous rappelez la gueule d'une transaction? Eh bien, à aucun moment, je ne parle d'un envoi de bitcoin au destinataire. Ah ouais, c'est vrai, mais je vois pas où tu veux en venir avec ton plan. Ça me dit pas pourquoi je peux pas avoir de bitcoin. Vous vous souvenez comment on reçoit des bitcoins? Là, ça va être tout simplement en validant un bloc de transaction. Une fois qu'il est validé, l'utilisateur il va recevoir les bitcoins en provenance de ce bloc. Comment? C'est juste une nouvelle transaction qui va être créée au sein de ce bloc. En validant une transaction, les mineurs vérifient grâce à la clé publique de l'émetteur que c'est bien lui qui a effectué la transaction. Ils remontent aussi le long de la blockchain pour retracer d'où vient l'argent et ainsi pouvoir dire que l'utilisateur a suffisamment d'argent pour en transférer. Un peu comme des saumons qui vont remonter le courant quoi. Ouais, c'est pas dingue comme métaphore mais bon, je vais la prendre. Donc, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Un bitcoin, ça n'existe pas, que ça soit en physique ou en numérique. La seule chose qui va exister, c'est une énorme liste de transactions qui va indiquer que telle personne a reçu tant de bitcoins en provenance de tel bloc ou de telle personne. L'autre donnée qui existe, c'est la clé de votre compte, qui va permettre de prouver que cette adresse vous appartient bien et que vous avez effectué les différentes transactions. On ne peut pas vous voler vos bitcoins, on va juste pouvoir vous voler la clé qui permet d'accéder à votre compte. Et ça, je vais garder ça pour un autre épisode, pour savoir comment est-ce qu'on va protéger notre wallet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne, c'est là. Sinon, vous avez Twitter et Facebook, je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, si vous voulez suivre des actualités que je peux poster au niveau de la sécu. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur les bitcoins, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo. Vraiment, je me ferai une joie d'y répondre. Donc pour le moment, j'ai promis tout un tas de nouveaux épisodes, genre sur la biométrie, l'authentification forte, le chiffrement asymétrique, la blockchain, comment est-ce qu'on protège les bitcoins et comment est-ce que c'est utilisé par les cybercriminels. Si vous en avez vraiment un sujet qui vous plaît particulièrement, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Allez, je vais vous faire des bisous et à une prochaine vidéo. Ciao!